Dans les rues animées de Paris, un soir d'hiver glacial en 1892, une jeune femme nommée Élise s'approcha d'un café bondé. Elle était vêtue d'un manteau usé, ses mains tremblantes de froid, et elle murmura aux clients attablés « Je peux jouer pour un morceau de pain ?» Les rires fusèrent immédiatement, moqueurs et incrédules, car personne ne pouvait imaginer que cette mendiante apparente cachait un talent extraordinaire au piano. Élise était née en 1875 dans un petit village de la campagne française, près de Lyon. Ses parents, des fermiers modestes, n'avaient guère de moyens, mais ils remarquèrent très tôt son attrait pour la musique. À l'âge de 3 ans, elle s'asseyait déjà près de l'harmonium de l'église locale et reproduisait les mélodies qu'elle entendait pendant les offices. Le curé du village, impressionné par cet enfant prodige, décida de lui donner des leçons rudimentaires. Il lui apprit les bases des notes et des accords, et Élise absorbait, tout avec une facilité déconcertante. Bientôt, elle jouait des hymnes entiers sans partition, improvisant même des variations qui émerveillaient les paroissiens. À 5 ans, Élise fut envoyée chez une tante à Lyon pour recevoir une éducation plus formelle. Cette tante, une veuve qui travaillait comme couturière, avait un vieux piano dans son salon. Élise passait des heures à explorer l'instrument, ses petits doigts dansant sur les touches avec une précision innée. Elle n'avait pas de professeur attitré, mais elle écoutait les concerts publics et les répétitions des musiciens de rue, mémorisant chaque pièce. Un jour, un professeur de musique du Conservatoire de Lyon la surprit, en train de jouer une sonate de Beethoven sur un piano public. Il fut stupéfait par sa technique et proposa de l'aider gratuitement. Ainsi commença son apprentissage sérieux. Sous la tutelle de ce professeur, nommé M. Duval, Élise progressa à une vitesse fulgurante. À 7 ans, elle maîtrisait déjà des œuvres complexes comme les préludes de Chopin et les fugues de Bach. M. Duval la présenta à des cercles musicaux locaux, où elle se produisit lors de soirées privées. Les invités étaient ébahis par cette fillette qui jouait avec une maturité d'adulte. Cependant, la pauvreté de sa famille limitait ses opportunités. Sa tante peinait à payer les leçons, et Élise devait souvent aider à la couture pour contribuer aux dépenses. En 1885, à l'âge de 10 ans, Élise auditionna pour une bourse au Conservatoire de Paris. Elle voyagea seule en train, avec une petite valise contenant ses partitions usées. Lors de l'audition, elle interpréta la sonate pathétique de Beethoven avec une émotion qui fit taire la salle. Les juges, composés de professeurs renommés, la félicitèrent et lui accordèrent la bourse. C'était un tournant décisif. Élise s'installa à Paris, logée dans un pensionnat pour jeunes talents. Au conservatoire, Élise excella dans toutes les disciplines. Ses professeurs notaient sa capacité à improviser et à composer des variations sur des thèmes classiques. Elle étudia sous la direction de maîtres comme César Franck et Gabriel Fauré, qui voyaient en elle un génie naissant. À 12 ans, elle remporta son premier prix au concours interne du conservatoire, jouant un concerto de Mozart avec l'orchestre de l'école. Les journaux locaux commencèrent à mentionner son nom, la décrivant comme une prodige venue de nulle part. Malgré ses succès, la vie d'Élise n'était pas facile. La bourse couvrait les frais d'études, mais pas les besoins quotidiens. Elle vivait frugalement, partageant une chambre avec d'autres élèves. Parfois, elle sautait des repas pour économiser. Ses camarades, issus de familles aisées, la regardaient de haut, mais Élise se concentrait sur sa musique. Elle pratiquait jusqu'à 10 heures par jour, perfectionnant sa technique et explorant de nouveaux répertoires. En 1890, à 15 ans, Élise fit ses débuts publics lors d'un concert à la salle Pleyel. Elle joua un programme ambitieux incluant des œuvres de Liszt et de Schumann. La critique fut unanime. Une virtuose est née, titra Le Figaro. Les applaudissements durèrent plusieurs minutes, et Élise fut invitée à se produire dans d'autres salles prestigieuses. Cependant, les cachets étaient modestes pour une débutante, et elle luttait toujours contre la précarité. C'est à cette époque que la tragédie frappa. Sa tante, sa seule famille proche, mourut subitement d'une maladie. Élise se retrouva sans soutien financier. Elle quitta le pensionnat et erra dans Paris, cherchant des engagements. Les directeurs de salle la reconnaissaient, mais les contrats étaient rares pour une jeune femme sans relations influentes. Pour survivre, elle commença à jouer dans des cafés et des brasseries, acceptant des pourboires en échange de ses performances. Un soir, dans un café du quartier latin, Élise demanda à jouer pour un morceau de pain. Les clients, des étudiants et des artistes bohèmes, rirent de sa requête, la prenant pour une mendiante excentrique. Elle s'assit au piano délabré du lieu et commença à jouer. Les premières notes de la fantaisie impromptue de Chopin firent taire les rires. Les doigts d'Élise volaient sur les touches,
produisant une cascade de son cristallin. La salle entière se figea, captivée par la beauté de la musique. Parmi les clients se trouvait un critique. Musical Influent, Henry Moreau. Il était venu pour un rendez-vous, mais la performance d'Élise le cloua sur place. À la fin du morceau, il applaudit frénétiquement et s'approcha d'elle. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. Élise, humble, répondit simplement qu'elle était une pianiste en quête de travail. Moreau, impressionné, écrivit un article élogieux dans son journal, décrivant la scène et louant son talent exceptionnel. L'article fit sensation. Les Parisiens, curieux, affluèrent au café où Élise se produisait. Bientôt, des impresarios la contactèrent pour des concerts formels. En 1893, elle signa un contrat avec une agence renommée et entreprit une tournée en France. À 18 ans, elle joua à l'Opéra de Paris, interprétant le concerto pour piano numéro 2 de Rachmaninoff avec un orchestre symphonique. Le public l'ovationna et les critiques la comparèrent à Clara Schumann. Élise ne s'arrêta pas là. Elle composa ses premières pièces originales, des études et des sonates inspirées de ses expériences. Sa musique reflétait sa vie, des thèmes mélancoliques évoquant la pauvreté, entrecoupés de passages triomphaux symbolisant la résilience. En 1895, elle publia un recueil de compositions qui se vendit bien, lui assurant une stabilité financière. Au fil des ans, Élise voyagea en Europe. Elle se produisit à Vienne, où elle rencontra Gustav Mahler, qui admira sa interprétation des œuvres de Brahms. À Berlin, elle collabora avec des compositeurs modernes, influençant le mouvement impressionniste. En Angleterre, elle donna des récitals à la Royal Albert Hall, charmant la haute société. Malgré sa renommée, Élise resta humble. Elle fonda une école de musique pour enfants défavorisés à Paris, enseignant gratuitement à ceux qui montraient du potentiel. Elle se rappelait ses propres débuts et voulait offrir aux autres ce qu'elle avait reçu. Parmi ses élèves, plusieurs devinrent des musiciens professionnels, perpétuant son héritage. En 1900, lors de l'Exposition universelle de Paris, Élise fut invitée à jouer pour des dignitaires internationaux. Elle choisit un programme éclectique, mélangeant classique et ses propres compositions. Le président de la République la décora de la Légion d'honneur, reconnaissant son contribution à l'art français. Les années suivantes furent marquées par des tournées mondiales. Élise visita les États-Unis en 1905, où elle conquit New York avec des concerts au Carnegie Hall. Les Américains, fascinés par son histoire, la surnommèrent « la pianiste du pain », en référence à son anecdote parisienne. Elle en rit elle-même, transformant cette humiliation passée en source d'inspiration. De retour en France, Élise épousa un violoniste rencontré lors d'une tournée, Named Jacques. Ils formèrent un duo célèbre, se produisant ensemble dans des salles combles. Ils eurent 2 enfants, qu'Élise éduqua dans l'amour de la musique. Sa fille aînée devint une harpiste accomplie, tandis que son fils opta pour la composition. Pendant la Première Guerre mondiale, Élise mit sa carrière en pause pour aider les efforts de guerre. Elle organisa des concerts de charité pour les soldats blessés, jouant dans les hôpitaux et les camps. Sa musique apportait du réconfort aux troupes et elle reçut des lettres de gratitude de nombreux vétérans. Après la guerre, en 1919, Élise reprit ses tournées. À 44 ans, son style avait évolué, incorporant des éléments de jazz et de musique contemporaine. Elle collabora avec Igor Stravinsky et Maurice Ravel, influençant le paysage musical du XXe siècle. Dans les années 1920, Élise devint une icône. Elle enregistra ses premiers disques, permettant à sa musique d'atteindre un public plus large. Ses interprétations de Debussy et de Ravel étaient considérées comme définitives. Elle enseigna au Conservatoire de Paris, formant la prochaine génération de pianistes. La Grande Dépression de 1929 affecta même les artistes comme Élise. Les contrats se raréfièrent, mais elle persévéra, revenant à des performances modestes. Elle se rappelait ses débuts et jouait parfois dans des cafés pour le plaisir, rappelant à tous que la musique transcendait la richesse. En 1935, à 60 ans, Élise publia ses mémoires, intitulés « Du pain à la gloire ». Le livre relatait son parcours, de la mendicité à la célébrité, inspirant des milliers de lecteurs. Il devint un best-seller et fut traduit en plusieurs langues. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Élise resta à Paris malgré l'occupation. Elle joua en secret pour la résistance, utilisant la musique comme code pour transmettre des messages. Risquant sa vie, elle aida des artistes juifs à fuir, cachant des partitions codées dans ses compositions. Après la libération en 1944, Élise fut honorée comme une héroïne. Elle reprit ses concerts,
symbolisant la résilience française. À 69 ans, elle entreprit une dernière tournée mondiale, visitant l'Asie et l'Amérique du Sud. Élise s'éteignit en 1950, à l'âge de 75 ans, laissant un legs immense. Ses enregistrements et compositions continuent d'être étudiés. Des conservatoires portent son nom et des bourses sont accordées en son honneur à des talents issus de milieux modestes. Aujourd'hui, l'histoire d'Élise rappelle que le génie peut surgir des endroits les plus inattendus. Cette jeune femme qui demanda un jour à jouer pour un morceau de pain devint l'une des plus grandes pianistes de son époque, prouvant que le talent triomphe toujours.